À moins de 3 semaines des élections, les forces de police scrutent les mesures proposées par nos politiques pour cette nouvelle législature. Ils espèrent plus de moyens pour faire face à des problèmes structurels, mais également à une pénurie d'agents. Nabil Boukili, pour commencer, vous êtes élu au Parlement fédéral où vous vous occupez des questions de justice, d'affaires intérieures, des questions internationales. Vous êtes en tête de liste pour la Chambre où vous comptez, entre autres, œuvrer pour la paix dans la rue. À vos côtés, Michel Claes, fraîchement retraité, ancien juge d'instruction donc à Bruxelles. Vous rejoignez la liste Défi pour cette législature. Vous avez contribué, entre autres, à l'élaboration du programme Justice-Police du parti Défi. Alors, le président de Défi, François de Smet, mise sur une prochaine législature qu'il qualifie plus régalienne, avec plus de moyens pour la justice et pour la police. Monsieur Georges-Louis Boucher, vous êtes président donc du MR, vous vous décrivez profondément libéral, vous œuvrez pour l'emploi, vous souhaitez une sécurité et plus de services aussi pour nos droits, nos libertés, et vous affichez une réelle volonté de faire bouger les choses et surtout de débattre de nouvelles idées. À vos côtés, Philippe Claus, vice-président du PS, mais également bourgmestre de la ville de Bruxelles. Vous êtes donc au cœur de l'action. C'est pas un scoop, hein, la violence dans les grandes villes, elle augmente avec les années. Et justement, vous voulez, vous, en tant que fer de lance, plus de sécurité, tant pour les citoyens que pour la police également. Vanessa Matz, bonjour. Alors, vous êtes députée fédérale pour les engagés. Vous menez la liste à la Chambre en province de Liège. Vous êtes juriste de formation et donc, naturellement, vous vous intéressez aux enjeux liés à la sécurité et à la justice. Et enfin, à vos côtés, Gilles Vandenbuur. Vous êtes député fédéral, chef de groupe écolo. Vos priorités sont axées sur l'emploi, la transition écologique et puis une attention toute particulière pour la délocalisation de l'économie et l'innovation. Vos priorités, je cite, encourager, former et émanciper. Soyez les bienvenus. Nous allons pouvoir commencer dans le vif du sujet avec notre premier thème. Un premier thème qui concerne l'efficacité structurelle de la police. Alors, les règles sont assez simples. Je vais vous poser 2 questions. Je vais vous laisser à chacun un temps de réponse de plus ou moins 30 secondes. Comme ça vous laisse à chacun le temps de réagir. Première question, 25 réformes dans la police et pourtant toujours un réel besoin de réorganisation, voire d'optimisation. Selon vous, quelle est votre vision de l'avenir pour la police en termes donc d'organisation et d'efficacité ? Tout d'abord, je pense que notre vision pour la police, c'est d'avoir une police efficace et qui a les moyens de faire son travail. Et si on prend par exemple la question et le fléau qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société, qui est la lutte contre la grande criminalité et contre la drogue, je pense qu'il y a une priorité aujourd'hui à refinancer la police de la douane, par exemple, pour avoir un contrôle plus drastique dans le port d'Anvers, vu qu'il y a un conteneur sur 100 qui est scanné. Il faut augmenter ce seuil pour avoir un contrôle là-dessus et aussi refinancer la police judiciaire fédérale pour qu'elle ait les moyens de le faire. Moi, pendant cette législature, j'ai discuté avec énormément de policiers. Ils sont venus présenter aussi des auditions au Parlement où ils demandent des moyens, où il manque 1000 enquêteurs aujourd'hui pour mener les enquêtes. Donc, si on veut mener la lutte à la grande criminalité et la lutte contre la drogue, il faut donner les moyens à la police judiciaire fédérale et à la police de la douane. Un refinancement aujourd'hui, il est urgent. Monsieur Claes. Eh bien, comme ancien juge d'instruction ayant vécu effectivement tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans les différentes strates de la police, alors pour commencer par la police zonale, ça s'est renforcé encore aujourd'hui avec les derniers événements dans les rues, il y a réellement un vrai problème de sécurité qui s'est aggravé, et pas seulement à Bruxelles, il ne faut pas l'oublier, et pas seulement une aggravation liée aux narcotrafiquants, il y a là une réorganisation nécessaire à faire par rapport aux polices zonales. C'est le fameux vieux plan CUL, comme on l'appelait à une certaine époque, donc c'est-à-dire la répartition
des subsides faits entre les polices se faisait suivant des critères qui remontaient à la séparation de la police. Ça remonte il y a quand même pas mal de temps. Il faut revoir ces critères qui ont tout à fait changé par rapport à la population et par rapport, bien entendu, aux phénomènes qui se produisent. Il est évident que la zone Midi, par exemple, est plus impactée qu'une zone peut-être en province. Alors, il y a la police fédérale, il y a aussi les offices centraux. Il faut maintenir les offices centraux. Il y a une très mauvaise idée, il y a quelques années, en 2015, de vouloir, par exemple, supprimer l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée. Il faut renforcer les offices centraux. Il faut renforcer la police fédérale en général. À cet égard, ne tournons pas autour du pot. Monsieur Snook, le patron, l'a dit, la police fédérale est en faillite. Alors ça ne va évidemment pas, parce que vous savez, comme juge d'instruction, que quand je recevais 5 dossiers en constitution de partie civile, seul un dossier était traité par manque de moyens. C'est le refinancement et aussi maintenir une volonté de lutter contre les organisations criminelles par la voie de l'informatique. Regardez ce qui s'est passé avec Sky ICC. On a réussi à pénétrer sur le plan informatique quelque chose d'extraordinaire, c'est le système de communication crypté de Sky ICC. Eh bien, il faut multiplier cela, parce que c'est grâce à cela que nous parviendrons non seulement à avancer sur le plan du grand banditisme, mais aussi des produits financiers générés par celui-ci qui deviennent effrayants. Monsieur Houchet. Écoutez, la première chose, c'est qu'on ne peut pas parler de police sans parler de justice, parce qu'on dit que les policiers ont trop de charges de travail, mais quand il faut arrêter 5 fois la même personne pour qu'on commence à pouvoir la poursuivre, c'est évident que c'est quand même quelque chose qui est un peu compliqué. Tout n'est pas question de moyens, il y a des réformes à faire en matière de procédure. Je pense qu'il y a des réformes également parfois dans la gestion de certains tribunaux, parce qu'on voit des jurisprudences qui sont très différentes de juridiction à l'autre ou d'un magistrat à l'autre, mais l'adéquation entre la police et la justice est fondamentale, parce que si derrière il n'y a pas une réponse judiciaire, le policier en fait il est assez vite limité dans sa capacité d'action. Le deuxième volet, c'est au niveau de l'usage des ressources et de la répartition des missions. On n'arrête pas de dire qu'on manque de moyens. Je rappelle quand même qu'on a 336 policiers par 100 000 habitants. C'est la moyenne européenne. C'est plus que tous les pays autour de nous. La France, les Pays-Bas ne sont même pas à 300 policiers par 100 000 habitants. C'est plus que le Grand-Duché du Luxembourg, que l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'il faut faire en sorte de répartir un peu différemment les moyens, mais aussi les missions. Il y a 147 missions aujourd'hui attribuées à la police, en plus de la loi de police. Et donc on peut se demander parfois si, par exemple, des domiciliations, si, par exemple, des questions de PV pour des assurances doivent encore constituer de la charge administrative supplémentaire pour la police si on veut la rendre efficace. Et enfin, sur le financement, j'entends beaucoup de mes collègues qui promettent de l'argent qu'on n'a pas. Nous avons une proposition très claire, c'est que les fruits du crime profitent beaucoup plus au financement de la police et la justice, par exemple en matière de trafic de drogue, qu'il y ait des pourcentages, des montants saisis qui permettent de financer nos services de sécurité et également notre justice, parce qu'on a des mafias qui s'équipent de plus en plus. Il faut que la police puisse aussi pouvoir suivre en matière d'équipement. Monsieur le bourgmestre. Mais d'abord dire à nos concitoyens que notre police, elle fonctionne bien. Contrairement à ce qu'on pourrait parfois imaginer, depuis 30 ans, il y a eu des grandes réformes. Avant, elles collaboraient assez peu. Aujourd'hui, entre les niveaux de police, il y a une vraie dynamique positive. Il y a une vraie dynamique aussi avec la justice. Moi, je dois dire, dans mes contacts quotidiens que j'ai avec le parquet, on voit les choses avancer. Mais c'est clair qu'il y a des moyens supplémentaires qui sont nécessaires. L'attractivité du métier existe, mais il faudra sans doute aussi la renforcer par rapport aux policiers, parce qu'ils ont vraiment des risques aujourd'hui importants. Donc il faut aussi mieux les équiper pour pouvoir les protéger. Mais je pense que de renforcer le parquet et renforcer la police en termes de moyens humains est fondamental. Parce que nous sommes confrontés à quelque chose dont nous n'avions pas l'habitude. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui avec toute cette drogue qui rentre par le port d'Anvers, les sommes qui sont en jeu sont absolument colossales. On ne les a jamais vues à ce point-là. Donc on n'est plus dans la police quotidienne qu'on connaissait par rapport à une certaine criminalité. On est aujourd'hui véritablement par rapport à un vrai risque de basculer pour la Belgique. Et donc par rapport à ça, il faut faire confiance à nos policiers qui font un travail, je le répète, extraordinaire quand on voit le nombre d'enquêtes qui sont résolues, mais en même temps les appuyer par une solution aussi assez simple qu'on a fait depuis longtemps à la zone que je préside, qui est de mettre du personnel civil pour leur enlever une série de tâches administratives, pour que ce soit ce personnel civil qui soit vraiment en capacité, de faire avancer tout le fonctionnement de la zone, mais aussi de les décharger pour qu'ils soient concentrés sur leur métier, qui est de faire régner l'ordre. Madame Metz. Je pense que la priorité, c'est de rendre confiance. On sait que les acteurs de la justice et de la police ont été particulièrement malmenés ces dernières années, avec des missions de plus en plus importantes. On en a parlé, lutte contre la criminalité, lutte contre le terrorisme, lutte contre la cybercriminalité, et ils n'ont pas eu les moyens
de lutter efficacement contre ces phénomènes criminels. Donc c'est rendre confiance. Alors évidemment, par rapport au cadre, que ce soit de la police locale ou de la police fédérale, il manque 3674 policiers. Donc la première chose que nous proposons, c'est d'engager les policiers à la fois pour les zones de police, pour pouvoir avoir une police de proximité qui est à l'écoute des quartiers, des villages, des citoyens, et aussi une police fédérale qui est renforcée avec des enquêteurs qui sont équipés aussi de matériel de pointe et qui sont équipés de bâtiments sécurisés, parce qu'on sait aussi que là, c'est un gros problème au niveau de certains bâtiments, notamment à Liège. Et donc, c'est rendre confiance aux acteurs, mais aussi rendre confiance à la population dans sa police qui est proche d'elle. Enfin, Monsieur Van den Burg. Oui, donc pour nous, des priorités en deux axes, effectivement. Tout d'abord, effectivement, la police locale. On voit bien qu'il faut renforcer cette présence dans nos quartiers. Moi, je vis aussi à Bruxelles et je suis parfaitement conscient, mais c'est un phénomène qu'on voit dans d'autres grandes villes, à quel point la sécurité pour nos concitoyens est devenue un enjeu majeur. Ne pas oser se balader en rue avec ses enfants, c'est une préoccupation majeure quand on est en politique. Et donc, il faut pouvoir renforcer cette police locale et certainement aussi de proximité. Ça passe par du financement, mais pas que. Moi, je suis d'accord aussi qu'il faut revoir la norme. Nous sommes d'accord de revoir la norme KUL qui date de 1993. Le monde a changé depuis 1993, drastiquement. Et donc oui, il faut revoir ces coefficients qui font en sorte qui déterminent en fait le financement qui sera fédéral ou local. Et alors au niveau des services fédéraux, de la police fédérale, là aussi il faut continuer à renforcer, mais en ciblant sur justement la lutte contre la grande criminalité, la lutte contre aussi le blanchiment d'argent, qui est le nerf, si je peux dire, de la guerre, notamment dans le narcotrafic. Et c'est en attaquant aussi à ce niveau-là qu'on pourra sur le terrain lutter contre ces trafics de drogue. Et je pense aussi décharger en fait les polices locales aujourd'hui qui sont trop souvent occupées à lutter contre des phénomènes nouveaux, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, liés au narcotrafic, mais c'est aussi au niveau de la police fédérale et à son renforcement qu'on va pouvoir y arriver, et c'est en tout cas dans cet objectif-là que nous souhaitons travailler. Alors pour cette première question, on entend chacun finalement plus de moyens. Globalement, une dynamique entre justice et police, et puis effectivement plus de monde sur le terrain. Et c'est ce qui nous emmène donc à cette deuxième question. On va faire un petit peu plus court, sinon on n'aura pas le temps. Mais effectivement, la demande, elle existe de la part des citoyens, une présence rassurante policière, un sentiment de sécurité accru. Alors, cette augmentation du nombre de policiers dans les rues, comment fait-on ? Je repars dans l'autre sens, Monsieur Van den Burg. Oui, mais comme je le disais, c'est effectivement une présence de police de proximité pour nous. Parce que de nouveau, c'est important que dans les quartiers, de nouveau que ce soit en ville ou aussi dans zone non urbaine, de rendre à la fois confiance, mais surtout un sentiment de qualité de vie. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est là où c'est extrêmement problématique. Donc, c'est à la fois renforcé au niveau de moyens, mais aussi au niveau des missions. Et je pense qu'effectivement, la police locale aujourd'hui a trop de missions, on l'a dit, que ce soit administrative ou que ce soit aussi en lien avec de la lutte contre la grande criminalité, qui doit en fait être faite par tout ce qui est plutôt la police fédérale. Ça, c'est la première chose. Je pense aussi qu'il faut pouvoir collaborer davantage. Alors, on le fait à Bruxelles, entre les zones de police, mais on peut, je pense, encore faire mieux. Aujourd'hui, il y a une création il y a un ciblage de hubs spécifiques dans les quartiers à Bruxelles. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut continuer à travailler de la sorte et effectivement aussi que le métier reste attractif. Aujourd'hui, en fait, les moyens ont été mis par ce gouvernement sur la table pour engager davantage de policiers et de policières. Le problème qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de personnes qui se lancent dans les formations pour pouvoir le faire. Il y a un problème d'attractivité, donc nous, il faut pouvoir aussi revoir les barèmes salariaux et certainement, quand c'est des missions dans des zones urbaines qui sont un peu compliquées, là, je pense qu'il faut pouvoir avoir des primes en conséquence. Ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité qu'il y a dans les quartiers, c'est de l'insécurité, notamment liée aux phénomènes qui sont liés à la drogue. Il n'est pas normal qu'effectivement des familles ne puissent pas aller au parc, n'osent pas se rendre au parc dans une ville ou aller se promener parce qu'ils ont peur. Il n'est pas normal que des jeunes filles n'osent pas rentrer si elles sont sorties pour aller reprendre un transport en commun. Et donc, il faut effectivement investir dans le personnel pour la présence policière. Je l'ai dit, 3684 pour la police intégrée, ça c'est ce qui manque actuellement. Il y a évidemment des missions nouvelles auxquelles il faut faire face. Il y a aussi
la revalorisation salariale. On sait que la police a perdu confiance, notamment parce que cette revalorisation a été postposée dans le temps et donc ça a créé un sentiment de manque de confiance avec le gouvernement. Il y a aussi absolument, il faut augmenter la capacité des écoles de formation. Actuellement, les écoles de formation au niveau de la police ne peuvent accueillir que 1600 agents. Et donc, il faut aussi prévoir des capacités plus grandes. La reconnaissance, elle passe par une valorisation, mais elle passe aussi par la mission spécifique qu'elle a leur. Et cette reconnaissance, elle est importante pour avoir de l'attractivité au niveau de la fonction, parce qu'il y a certes une question budgétaire, mais il y a aussi un problème d'attractivité. Et il faut pouvoir entendre ces demandes-là par rapport au fait qu'ils ne travaillent pas dans des conditions qui sont acceptables pour l'instant. Monsieur le bourgmestre. Je vous ai dit, je pense que la population peut avoir confiance dans sa police. On a vraiment un professionnalisme qu'on n'a jamais atteint, à mon avis. On voit aussi l'équipement. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une certaine désespérance par rapport à une impunité qui pourrait exister. Et elle commence au plus bas niveau. Je vais vous donner 2 exemples. Aujourd'hui, les vols simples ou les coups et blessures qui n'entraînent pas d'incapacité de travail sont plus poursuivis. Et vous savez quoi ? Je comprends que le parquet ait autre chose à faire. Il faut absolument, par contre, qu'il y ait une réponse sociétale à ça. Eh bien, on a inventé, il y a plus de 20 ans, c'était Charles Piquet qui avait fait ça, les amendes administratives. Ça fonctionne bien dans les communes. On a vraiment des fonctionnaires sanctionnateurs qui peuvent décider de mettre une amende, de mettre une médiation, en tout cas de rappeler la norme. Et ça veut dire que le policier, il voit que son travail sert à quelque chose. Il voit quand on l'injurie, que quand on le bouscule, il y a une poursuite qui soit là. Et ça commence à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment la grande criminalité, mais on en a parlé, mais il y a aussi tous ces petits faits qui ne sont pas poursuivis. Et je le répète, je pense que le parquet a autre chose à faire. Et donc faisons confiance aussi aux municipalités, aux localités qui le font, qui ont leurs fonctionnaires sanctionnateurs, et on renforce comme ça le travail de cette police qui est aussi le gardien de l'ordre dans la société. Et avec ce genre de mesures aussi, on voit son efficacité. Pour le reste, je veux le répéter, la collaboration qui existe sur le terrain entre la police fédérale et les polices locales, franchement, elle est optimale, elle fonctionne bien. Mais tout le monde l'a dit, aujourd'hui, ça peut paraître bizarre pour un municipaliste comme moi de le dire, le gros enjeu, ça va être le refinancement de la police fédérale et en particulier la police judiciaire fédérale. Monsieur Boucher. Mais en fait, quand j'explique qu'on a autant de policiers par 100 000 habitants que la moyenne européenne et plus que nos pays voisins, ça semble n'émouvoir personne parce qu'en Belgique, les politiques, pour éviter de s'attaquer au problème, préfèrent dire qu'il faut remettre tout le temps de l'argent. Ça veut dire qu'il y a un problème d'utilisation de nos policiers. Alors, votre question, c'était de dire comment on peut en avoir plus dans les rues. Alors, l'attractivité, moi, je veux bien qu'on me parle du salaire, mais au-delà du salaire, il faudrait déjà avoir le respect. Quand vous avez eu 13 000 atteintes à des policiers l'année passée, quand vous avez 40% des policiers qui vous le disent qu'ils ont déjà, on s'en est déjà pris à eux physiquement sur l'année écoulée, et qu'il y a toute une série d'auteurs de ces actes qui ne sont pas poursuivis, vous savez, on pourrait déjà vous donner beaucoup d'argent si c'est pour vous faire taper dessus sans qu'il y ait des poursuites. Donc nous préconisons les comparutions immédiates. Il y a d'ailleurs un article qui vient de sortir dans un journal de référence qui montre que nous sommes le parti le plus en faveur pour ces comparutions immédiates. Ça a été très compliqué dans ce gouvernement avec le PS et Écolo, par exemple, sur ce sujet, mais c'est un enjeu majeur pour stopper la petite délinquance et qu'elle évite de devenir trop grande. Deuxième élément, il faut aussi s'interroger sur l'émission, je le disais, par exemple sur toute une série d'événements privés. On est en campagne électorale, on fait toutes les kermesses possibles. Quand vous voyez la mobilisation qu'on a de policiers pour ce genre d'activité, à un moment donné, on doit recourir, peut-être avec du soutien public aussi, mais à des structures de sécurité qui ne mobilisent peut-être pas trop d'heures non plus de police. Moi, je viens de Mons, c'est le doudou en ce moment. Je peux vous dire que ce sont des jours et des jours d'inactivité pour des policiers dans les mois qui vont suivre, compte tenu de la mobilisation importante pour des activités comme celle-là. Donc, les autorités communales doivent aussi faire preuve de responsabilité. Quand on autorise de plus en plus d'événements sur la voie publique, il faut quand même connaître aussi les conséquences que ça a derrière dans la capacité d'avoir des policiers sur le terrain. Et enfin, un dernier mot en la matière. Il faut également que ces policiers sur le terrain ne soient pas submergés de charges administratives. On veut plus de policiers sur le terrain, mais quand un policier arrête quelqu'un, il sort parfois plus tard du commissariat que la personne qui l'a arrêté parce qu'il fallait terminer les PV, les signatures, envoyer tout ça au parquet, etc. Donc la charge administrative aujourd'hui peut être diminuée grâce, entre autres, aux moyens technologiques et doit être diminuée. Monsieur Claes. Mais votre question était en réalité comment réagit aujourd'hui la citoyenneté par rapport à l'insécurité. Ça, c'est votre question. Alors, je pense qu'il existe une grande inquiétude. D'abord parce que
On peut habiter où on veut, mais tout le monde se pose la question de mais je pourrais moi être victime comme citoyen d'une balle perdue, où que je me trouve, dans quelle commune que je me trouve, dans quelle ville je me trouve. Et donc ce sentiment d'inquiétude, il est là dans la citoyenneté, malgré la qualité de la police. D'un autre côté, il y a tout de même aussi ce qu'on appelle les zones de non-droit. Alors ces zones, elles existent, on les connaît. Vous savez, je citais par exemple dans la zone Midi, la zone du Peterbos, quand un citoyen appelle la police parce qu'il soit il est menacé, parce qu'il ne participe pas au trafic de stupéfiants, parce que là c'est criminogène, c'est un pur exemple de gros problèmes qu'on rencontre, eh bien la police ne vient pas. C'est à la fois un manque de moyens, ils ne sont pas suffisamment nombreux, il faut cibler ces zones de non-droit. Il faut les cibler et d'autant plus permettre à la citoyenneté de retrouver confiance en leur permettant d'avoir une aide quand c'est nécessaire. Et là, il y a un grand travail à faire aussi sur le plan technique et sur le plan du personnel et ne pas, à mon sens, négliger l'importance d'installer des systèmes de caméras, parce que comme magistrat, j'ai quand même instruit pas mal de dossiers, c'était finalement la première question que l'on posait toujours aux policiers dans le cadre d'une enquête, que ce soit du trafic de stupes ou des choses plus graves. Est-ce qu'il y a des caméras ? Eh bien, croyez-moi bien que quand il y en a, l'enquête connaît évidemment un sort bien plus rapide. Ce sont des choses qu'il faut évidemment mettre en évidence et, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut restructurer la police en fonction des besoins sur le plan zonal. Et ne pas oublier aussi que si on veut une sécurité dans les rues, il faut s'attaquer à la tête du problème, les narcotrafiquants. Pour donner un exemple, parce que la polyvalence des criminalités, c'est gigantesque, je dis toujours, si vous mettez plus de bleu dans les rues, c'est parfait, mais ça c'est un antidouleur. Mais si vous voulez véritablement, pour l'abcès, avoir un problème, il faut arracher la dent, et ça c'est un problème fédéral. Rapidement, M. Boukili. Je vais essayer. En fait, il faut approcher la problématique de manière globale. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, les quartiers dont on parle souvent à Bruxelles, je les côtoie quotidiennement, soit parce qu'il y a l'école de mes enfants ou parce que j'y habite. Donc je côtoie ces quartiers quotidiennement et ce qu'on voit quand il y a des interventions de police, et je rejoins le fait que la police fait son maximum pour la sécurité des citoyens, mais quand il y a des interventions de police, normalement ça bloque le trafic ou l'insécurité pendant un moment, mais une fois que ces brigades repartent, les points de trafic reprennent. Donc il faut une réponse pérenne à ce phénomène-là. Il faut une présence policière quotidienne et permanente. Et pour ça, il faut remettre de la police de proximité dans les quartiers. Parce que cette police de proximité, elle permet de connaître mieux les quartiers. Ce n'est pas des policiers qui vont intervenir de temps en temps et qui ne connaissent pas les habitants. La police de proximité permet d'avoir un contact quotidien avec les habitants, permet de travailler avec les éducateurs du quartier, connaître les jeunes et travailler en amont avant que ces jeunes virent du mauvais côté. Donc il y a une présence policière qui est nécessaire. Je rappelle qu'on a supprimé des commissariats dans ces quartiers qui sont concernés. Et cette suppression de commissariats fait en sorte que la présence policière n'est plus garantie. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut vraiment remédier. Et surtout, et je termine juste là-dessus, je rejoins sur le fait que ça ne sera pas suffisant. Il faut de la police d'intervention pour des problèmes plus graves. Il faut une police de proximité, mais il faut surtout s'attaquer à la tête du problème qui sont les grands trafiquants. Alors je vais vous faire un exercice peut-être un peu plus compliqué, c'est-à-dire ça va être une réponse au tac au tac. Vous avez dans vos petits pupitres une pancarte oui ou non et vous allez devoir vous contenter de cette réponse-là. Donc réfléchissez rapidement. Ma première question par rapport au fonds de sécurité, on l'a évoqué entre autres, les fonds qui sont, ou les éléments qui sont confisqués dans des dossiers judiciaires pourraient être réinvestis dans les services de police, un peu comme on fait avec les fonds de sécurité routière, oui ou non? Globalement, vous êtes assez d'accord sur ce point-là. Deuxième point, est-ce qu'il faut réorganiser la police? On ne dit pas de quelle manière. Oui, c'est ça. Pas de quelle manière. Mais avec ça, tout le monde peut être d'accord. je vois que pour monsieur le bourgmestre, en tout cas, c'est non, on ne réorganise pas. Moi, je crois que la police, elle a besoin de tout sauf d'encore une réforme. Donc honnêtement, je pense que les réformes qui ont été faites après l'affaire du trou, elles ont été faites. Ce qu'on doit, c'est les renforcer. Voilà. Et refaire une réforme, je pense que ça, on n'a pas besoin d'une énième réforme. On peut parler des zones. Alors on va parler de exemple, renforcement du coup et peut-être, oui. justement, c'est ce qui va nous permettre de Mais je pense qu'il faut glisser. inverser aussi. Il faut inverser l'aspect policier
police de proximité, police d'intervention. Il faut plus miser sur la police de proximité. On ne le fait plus depuis quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin. Donc il faut une réforme de manière de comment on organise, une réorganisation de la police. Ça, je pense Et la question des zones fait également partie d'une réorganisation. On peut en parler à Bruxelles d'ailleurs. Que la police c'est un vaste fédérale débat. reste dans son rôle initial, c'est-à-dire venir en appui des zones de police locale et pas l'inverse, parce que pour l'instant, c'est l'inverse. Ce sont les zones de police qui viennent souvent en appui de la fédérale, tellement elle est en souffrance. C'est ça. Voilà pour le chapitre structurel, l'organisation de la police. Je vous propose d'entamer un nouveau chapitre. Et un chapitre important, finalement, qui a été évoqué plusieurs fois ici dans ces premières questions, c'est l'attractivité de la fonction policière. Alors, même exercice, je vous pose la question. On va essayer d'être un peu plus court, sinon on ne va jamais arriver à temps dans la fin de ce débat. Ma première question, c'est donc une police qui recrute et qui est confrontée, comme d'autres secteurs, à ce qu'on appelle la pénurie de talent. Pas évident de recruter de nombreux agents. Alors, grosso modo, pour vous, comment fait-on pour améliorer l'attractivité et favoriser le recrutement d'agents de police ? C'est pour ça que je défendais le point de réorganisation. Je pense que la manière avec laquelle la police fonctionne aujourd'hui joue un rôle là-dedans. Mais je pense que le point principal, et ça c'est ce que j'ai senti pendant cette législature, en fait c'est la question des fins de carrière et des pensions. C'est un métier pénible, c'est un métier difficile, dur, et le fait d'avoir la perspective de travailler jusqu'à 67 ans, ce n'est pas concevable. Et pour d'autres matières, comme pour d'autres métiers d'ailleurs. Et je pense qu'il y a la question des fins de carrière et des pensions, il y a la question des salaires. Par exemple, le fait que la Suédoise avait supprimé les primes pour la police judiciaire fédérale, c'est 200 € de primes au mois, donc c'est rend la police judiciaire moins attractive. La question de la formation, avoir des policiers qui sont formés pour travailler sur le terrain, sinon on a un problème de turnover. Il y a des policiers qui arrivent avec des conditions de travail difficiles, on manque de formation et en fait ils quittent Bruxelles assez rapidement parce que les conditions de travail sont déplorables. Donc il faut une réorganisation à ce niveau-là et surtout garantir des fins de carrière pour des métiers pénibles comme celle de policiers. Monsieur Claes. L'attractivité, évidemment, il y a une question de salaire avant toute chose. Donc ça, il faut adapter les salaires par rapport aux devoirs qui sont accomplis par les policiers. L'attractivité, c'est aussi permettre une visibilité. Donc c'est permettre à ceux qui sont intéressés de participer à des programmes de suivi par rapport au fonctionnement de la police. Et il y a finalement plusieurs types de police. Vous avez la police d'intervention. Alors c'est plutôt les gens un peu musclés qui aiment bien être dans les voitures et procéder au contrôle. Vous avez la police de proximité, qui sont des personnes qui vont avoir le dialogue. Et vous avez aussi les enquêteurs dans des dossiers comme des dossiers financiers par exemple, où là ça demande évidemment de très longue formation. Donc, vous savez, j'enseigne toujours à l'école de police, ce sont des choses qui prennent énormément de temps mais qui sont fondamentales. Et c'est là aussi, même au sein de la police, que les vocations se créent, en commençant par exemple par être un policier d'intervention à la zonale. J'aime beaucoup quand ils rejoignent la police fédérale pour rejoindre les brigades financières. Donc il y a dans cette attractivité finalement une valorisation absolument nécessaire de ce qu'est la police, parce que c'est un métier magnifique, c'est un métier fondamental. Et j'ose le dire, c'est un métier profondément important pour la démocratie. À partir de ce moment-là, il faut le rendre attractif, montrer ce que c'est vraiment. Et là où il y a des choses qui parfois posent problème, eh bien, il faut raboter ces aspérités. Monsieur Houchet. Moi, je dirais que la première chose pour la revalorisation, c'est surtout le respect. Parce que le respect, il n'y est pas, vous l'avez évoqué. Et en particulier dans la classe politique. Quand certains parlent systématiquement de violence policière, comme si nous avions une police totalement débridée, sans agir suffisamment sur les violences faites aux policiers, par exemple, eh bien, je ne crois pas que ça aide à être policier, parce que les policiers aujourd'hui connaissent les salaires, etc. Aujourd'hui, ils souffrent surtout d'un manque de soutien dans toute une série de cas de certains parquets, parce qu'il ne faut pas généraliser, d'un manque de soutien du politique de façon relativement large, on le voit dans le débat médiatique, et un manque également de respect lorsqu'on s'en prend à eux, je l'évoquais tout à l'heure. Deuxième élément, bien évidemment, la question salariale est importante, particulièrement, et c'est comme ça que ce dossier a été réveillé, il faut être de bon compte, suite à la revalorisation des militaires. Et donc à ce moment-là, les policiers ont dit, mais que se passe-t-il ? On travaille sur certains acteurs de la sécurité et pas sur d'autres. Alors cette revalorisation, je crois qu'elle doit se faire, on parlait des primes tout à l'heure, on doit
peut-être à nouveau refaire un peu d'ordre au niveau des primes, comme ça avait été fait, parce qu'il y avait un nombre de primes très important qui parfois crée de la concurrence aussi entre les zones, ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Par contre, il faut une meilleure valorisation de ce qui relève des heures supplémentaires, et ça c'est par l'outil fiscal, parce qu'aujourd'hui quand vous faites des heures supplémentaires, vous travaillez plus pour l'État que pour vous-même, et donc c'est un aspect. Et enfin, le troisième aspect, effectivement, l'aménagement des fins de carrière. Quand vous êtes à l'intervention, on envisage quand même très mal que vous puissiez le rester à plus de 60 ans. Et donc, tout à l'heure, on parlait du travail administratif. On doit donner des perspectives de tâches administratives ou dans d'autres services qui peuvent être des services de douane, des services peut-être même aux finances ou autres, à des policiers qui arrivent en fin de carrière. Parce que cette idée de charge en fin de carrière, eh bien, on doit pouvoir l'alléger par d'autres orientations au service de l'État et qui requièrent moins de présence alors de terrain. On va revenir à cette fin de carrière, à la question suivante, comme ça vous le savez. Du coup, votre point de vue sur comment engager, comment rendre plus attractif cette fonction de policier? Alors ça a été dit, c'est vrai que quand le Parti Socialiste gère un département, il a l'habitude de défendre les personnes de ce département, et c'est vrai que ce qu'a obtenu Ludivine de Donder pour l'armée était important. Elle n'a plus été revalorisée depuis longtemps, et heureusement, c'est la preuve à un moment donné, quand on gère notre département, on sait défendre aussi les personnes qui y travaillent. Donc il y a cette revalorisation salariale qui doit être là. Alors même si ça a commencé dans les barèmes, c'est vrai qu'ils sont un peu interrogés. Il faut s'interroger aussi de qui gère ces départements. Par ailleurs, moi je pense aussi on a un projet très particulier qui sont les cadets de la police, qui sont aussi tous les groupements qu'on fait avec les écoles, c'est-à-dire qu'on suscite des vocations. Aujourd'hui, en région bruxelloise, on a créé l'école des métiers de la sécurité. C'est que dès le secondaire, on vient montrer l'attractivité de ce métier. Et en plus, on renforce l'acceptation sociétale. C'est ça qui est important. Les cadets de la police, au début, tout le monde s'est un peu moqué de nous en se disant « qu'est-ce que c'est que ce truc, espèce de scout comme ça ?» Aujourd'hui, ça a un succès incroyable. Plein de jeunes de partout qui s'engagent auprès des cadets, qui ont ce contact direct avec la police et qui valorisent sociétalement le boulot des policiers et des policières. En plus, la police, elle est présente à tous les niveaux, dans nos réunions de quartier, un peu partout. Mais je le répète, attention, je sais que c'est souvent en thème électoral de dire la police de proximité, mais je suis assez d'accord avec Michel Claise, attention que pour ce qu'on est confronté aujourd'hui, on a besoin d'une police d'intervention extrêmement efficace. On ne peut pas envoyer un agent de quartier non plus par rapport à des personnes qui sont aujourd'hui armées lourdement. Donc il faudra aussi mieux protéger nos policiers et encore mieux les former. Mais moi j'irais par les 3 R, la reconnaissance, la revalorisation et le respect. Voilà les 3 points sur lesquels nous devons absolument travailler beaucoup plus. La reconnaissance de missions particulières qui sont les leurs, ça veut dire qu'ils ont aussi besoin de matériel adapté. On a parlé énormément de l'importance du personnel, mais du matériel. Quand vous voyez les années d'ancienneté qu'a le parc automobile, ne fût-ce que le parc automobile de la police fédérale judiciaire, on se demande, je pense qu'aucun de nous ne roulerait dans une voiture qui a 10 ou 15 ans, et c'est 60% du parc automobile qui est actuellement comme ça. Évidemment, l'informatisation, on sait qu'on est devant des phénomènes criminels de plus en plus lourds. Il faut des agents très spécialisés, très formés, et donc ça c'est évidemment important. Alors la revalorisation, évidemment il y a eu une revalorisation cette législature, mais elle a été postposée de quasi 1 an, ce qui a créé un sentiment de manque de confiance entre les partenaires, avec un ministre de la Justice qui a été jusqu'à renier sa signature sur un document qu'il avait conclu avec les syndicats. Donc c'est évidemment quelque chose qui a très fort ébranlé les policiers et qui a un petit peu probablement ralenti. Le respect, d'autres en ont parlé, il est important qu'il y ait une réponse judiciaire à des actes de violence à l'encontre de la police. Nous avons déposé 2 textes, ils ont tous les 2 été adoptés, notamment aussi pour informer davantage la population sur le métier de la police, sur les violences qu'ils peuvent subir. Alors ça va de l'injure au coup, on sait aussi qu'il y a énormément de policiers qui ont été la cible de terroristes, et donc il faut absolument que ça reste la tolérance zéro par rapport à tous les actes de violence à leur encontre. Et pour ça, on ne peut pas blâmer les magistrats. Moi, je ne veux pas blâmer la justice et dire au fond, ils s'en foutent et ce n'est pas leur problème. La justice a évidemment toutes les difficultés qu'elle a par rapport au manque de personnel. Il manque 260 magistrats sur le pays. Rapidement, Monsieur Van den Burg. Oui, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Mais donc, première chose, mais ça les collègues en ont parlé, j'en ai parlé aussi avant, la revalorisation salariale, certainement pour les polices de proximité et spécifiquement dans certains quartiers où on sait que c'est plus compliqué, je pense que ça c'est une priorité. 2, et
j'insiste là-dessus parce que je pense qu'on n'en a pas encore parlé, aussi la qualité en fait de l'emploi au sein même de la fonction de police. On sait qu'aujourd'hui les chiffres par exemple en termes de maladies au travail au sein de la police sont très importants. Et donc il y a énormément de burn-out, de personnes qui se sentent mal psychologiquement et qui se mettent en invalidité. Et là aussi je pense qu'il faut à la fois aménager les temps de travail, on l'a dit, pour les travailleurs les plus âgés, mais pas que. Il y a aussi tout au long de la carrière des équilibres entre vie professionnelle, vie familiale, liée au stress, parce que l'accompagnement, quand on est policier, c'est évidemment différent d'autres fonctions dans la société. Et là, je pense qu'on doit de nouveau aussi renforcer à ce niveau-là, à l'intérieur même de la police, tout ce qui est possible à faire en termes d'accompagnement psychologique, formation, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, les maladies liées au travail au sein de la police. Alors, pour la deuxième question, on va changer un petit peu parce que le temps commence à vraiment courir et je vois que vous êtes long, 30 secondes, c'est difficile. Donc, je vais vous demander une mesure vraiment concrète, en une phrase, par rapport à la fin de carrière. On l'a évoqué, c'est quelque chose qui est compliqué évidemment pour les policiers, c'est un métier lourd. Alors, ça crée de l'énervement, entre autres, parmi d'autres points. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec la fin de carrière de nos policiers en une phrase ? De manière générale, la pension à 67 ans, c'est impossible pour tous les travailleurs, pas que pour les policiers. Et il faut un aménagement des fins de carrière, spécifiquement pour les métiers pénibles. Ça a été promis par la Vivaldi. Avec tout le mépris qu'il y a eu pendant cette législature, ça n'a pas été mis en place. Et je comprends que les policiers se sont révoltés contre ce mépris-là. Et aussi le fait que la Vivaldi n'a pas respecté sa promesse pour la revalorisation salariale. Donc je pense qu'il faut des aménagements de fin de carrière pour les policiers comme pour tous les métiers pénibles. Et surtout, revenir sur la pension à 67 ans, c'est impossible pour l'ensemble des travailleurs. Il y avait beaucoup de phrases, M. Claise, en une phrase. En une phrase, et répondre très précisément à votre question, moyennant des formations, faire passer ceux de l'intervention à ceux de la proximité, parce que travailler, c'est aussi rendre les choses dignes dans une vie, ne pas imposer une pension, par exemple, et aussi permettre le choix de la pension. Monsieur Boucher. Écoutez, moi je peux aller jusqu'à 67 ans, donc je voulais rassurer M. Boukili, mais par contre, effectivement, un policier en intervention ne peut pas le faire. Et donc, il faut offrir des perspectives de carrière dans des fonctions administratives ou dans d'autres départements au service de l'État qui permettent alors aux policiers de pouvoir aménager cette fin de carrière. Et effectivement, l'introduction de la pénibilité en matière de calcul de pension, donc avec un âge légal à 67 ans, mais permettre à toute une série de catégories de la population, personnel infirmier, dans la construction, l'ORECA, la police, de pouvoir partir plus tôt avec des pensions complètes. Je pense que la reconnaissance de la pénibilité, c'est d'abord l'essentiel, ce qui permettra de déclencher toute une série de choses. On n'a pas encore réussi là, malheureusement. L'autre chose, une petite nuance, moi je connais aussi des policiers qui souhaitent rester un peu plus. C'est important aussi de ne pas dire qu'ils sont toujours déclassés. Ils ont une vraie expertise. Moi j'ai des demandes. Pour l'instant, elles ne sont pas trop acceptées. C'est un vrai débat qu'on a avec nos chefs de corps pour dire, mais attention, il y a peut-être quelqu'un justement dans cet intervalle où il va falloir recruter massivement pour pouvoir renforcer la police, que ceux sur base complètement volontaire qui souhaiteraient rester puissent avoir, notamment avec les bonus pensions, des opportunités pour le faire. Donc je crois que reconnaissance des métiers pénibles pour avoir une carrière complète beaucoup plus tôt, et de l'autre côté, de permettre aussi à quelques personnes, se répète sur base volontaire, qui souhaiteraient rester, de pouvoir rester avec nous. Madame Metz, dites-moi. Il faut un système d'aménagement des fins de carrière qui tienne compte de la pénibilité, qui soit pérenne. Actuellement, on a fait des one-shots, on a prolongé des systèmes, et qui soit financé, à la fois pour la police locale et à la fois pour la police fédérale, ce qui n'a pas été le cas lors de la Vivaldi. Et donc chaque fois, la police fédérale devait compenser dans son budget pour le système NAPAP, comme on l'a surnommé. Et donc, il est important qu'il soit financé, pérenne et qu'il tienne compte évidemment de la pénibilité. Je vous laisse, M. Van Hulbure. Oui, donc effectivement, reconnaissance de la pénibilité, comme d'autres métiers d'ailleurs dans la société, je pense qu'il faut avoir ce débat et il faut pouvoir le reconnaître. On a cité les infirmiers, les infirmières, d'autres personnes au niveau du corps médical, mais la police clairement en fait partie, et aménagement des fins de carrière. D'autres collègues l'ont dit aussi, je pense qu'il faut pouvoir effectivement rester dans un parcours professionnel, mais parfois changer de fonction quand on arrive en fin de carrière. Ça vaut évidemment pour la police, comme pour d'autres secteurs dans la société. Vous avez tous évoqué d'une façon ou d'une autre améliorer la formation, améliorer la revalorisation salariale, améliorer finalement l'aménagement des retraites. Tout ceci, ce n'est pas un secret, nécessite du financement aussi. Et donc, d'une certaine façon, comment est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on va
pousser les finances. SkyICC, c'est une opération qui a rapporté 70 millions d'euros. À ce moment-là, la police judiciaire, quand ils sont venus au Parlement, ils ont demandé 35 pour pouvoir fonctionner correctement. Donc on peut mettre une partie de ce qu'on saisit en refinancement de la police judiciaire fédérale et puis après d'aller chercher l'argent là où il est, comme par exemple avec le PTB, nous on propose une taxe des millionnaires qui rapporte entre 8 et 10 milliards d'euros. Cela permettrait de financer les services publics qui en ont pleinement besoin et pas seulement la police mais l'ensemble des services publics. Pour vous, Monsieur Claes? Dans la poche des malfrats, c'est extrêmement simple. Mais dans un premier temps, dans la mesure où on parle de narcotrafiquants, c'est gigantesque. Si vous y ajoutez la contrefaçon, le trafic d'armes, les escroqueries, la fraude grave et organisée sur le plan fiscal et social, la traite des êtres humains, etc. Et bien entendu, des infractions qu'on connaît moins, mais qui sont épouvantables, comme la cybercriminalité et aussi les atteintes criminelles aux droits de l'environnement, 3e produit mondial criminel d'après les Nations Unies. Mais c'est dans la poche des malfrats qu'il faut les trouver. Donc il faut pour ça, évidemment, s'adapter sur le plan des moyens. C'est pas très compliqué. Je recite SkyICC. Et deuxièmement, il y a peut-être aussi une voie à suivre qui est la légalisation du cannabis avec une vente organisée par l'État. Et donc en réalité, nous aurions des montants. Et quand on compare notamment, et le premier pays à l'avoir fait, c'était l'État, c'était le Colorado, ils ont eu des bénéfices gigantesques en assainissant le produit et en permettant notamment une certaine politique non seulement de combat contre les drogues bien plus importante, mais aussi, et là on n'a pas encore prononcé le mot, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect répressif, il y a aussi l'aspect social dans la lutte contre la criminalité qui actuellement quand même connaît chez nous de graves problèmes de laxisme. Monsieur Boucher, je change un peu les règles du jeu. Du coup, si vous aviez préparé votre réponse, je vous pose une autre question. Il y a des solutions qui paraissent évidentes. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas encore été mises en place ? Parce qu'elles paraissent évidentes quand on fait un débat sur la police, mais je peux vous dire qu'à la table du gouvernement, c'est pas aussi évident que ça, parce que c'est chargé idéologiquement pour certains. Par exemple, sur la question de savoir si les policiers doivent être renforcés dans leurs moyens, dans leur capacité d'action, sur leur présence de terrain, tout le monde n'a pas la même vision. Le seul aujourd'hui qui ose un peu l'affirmer, c'est M. Boukili. Quand il parle de police de proximité, bientôt il va vous parler de grands frères, de maisons de quartier, parce que vous savez, ça va régler les choses. On voit bien, mais ce n'est pas une caricature, c'est la politique bruxelloise depuis 30 ans. Et on voit le résultat aujourd'hui. Donc il y a des oppositions sur ce dont la société a réellement besoin aujourd'hui. Je vous donne un simple exemple. Quand on a négocié le nouveau code pénal, toute une série de formations politiques de ce gouvernement étaient contre le maintien de la récidive, par exemple. Et donc maintenant, on peut avoir une récidive de crime sur délit ou délit sur crime. Eh bien, ce mécanisme-là, certaines formations politiques n'y étaient pas favorables. Donc oui, il y a de vraies différences idéologiques entre nous, qui n'apparaissent peut-être pas le plus fortement dans un débat comme celui-ci, parce qu'en plus certains partis ont fait en sorte d'envoyer leurs meilleurs représentants policiers, mais dans les faits, personne n'est dupe, il y a de vraies différences idéologiques entre nous sur ces sujets. Je vous donne un dernier exemple. Mathieu Michel a obtenu pas mal de moyens pour rénover les bâtiments, ce qui est un enjeu aussi de bien-être de nos policiers. On ne peut pas dire qu'on les ait obtenus avec joie et trompette au sein du gouvernement. Monsieur le bourgmestre, vous êtes d'accord ? Écoutez, il faut de la méthode, du sang-froid et de la détermination. Donc moi, je pense que j'ai vu en 20 ans, ça fait 20 ans que je m'occupe de police et presque 10 ans comme bourgmestre, vraiment la police évoluer. Et je pense que c'est d'abord la collaboration qui doit vraiment fonctionner. Et je trouve vraiment, je veux rassurer les gens sur le fait qu'aujourd'hui, on se souvient quand même de l'affaire du Trou pour les plus anciens, où ces polices ne se parlaient pas, où les magistrats ne parlaient pas avec certains policiers. On n'en est plus là. Donc il y a une volonté de moyens, parce qu'on est confronté à une criminalité, honnêtement, qu'on n'avait pas découvert à ce point-là. Honnêtement, on avait du trafic de cannabis, mais on n'avait pas le trafic de cocaïne qu'on a aujourd'hui qui rentre par le port d'Anvers. Et donc, c'est ces nouvelles méthodes sur lesquelles il faut frapper dur. Et c'est vrai qu'on va aller chercher l'argent dans les poches des trafiquants, mais on va aussi donner plus de moyens technologiques aussi à la police pour l'aider. Moi, je crois aussi qu'il faut s'aider de la technologie. On a des systèmes qui existent ailleurs, il faut les utiliser. De votre côté, vous pensez peut-être qu'aller sur le terrain, voir la réalité du terrain pourrait améliorer les choses ? Mais je pense que nous sommes tous et toutes mandataires par ailleurs et que nous connaissons une partie de la réalité de terrain. Je pense surtout qu'il faut effectivement capter l'argent qui circule, ça brasse des milliards et des milliards, et qu'il faut pouvoir prendre cet argent pour investir dans ces nouvelles formes de criminalité. Elles sont un peu inédites. Alors,
Il y a déjà quelques années, les procureurs sont venus tirer toute la sonnette d'alarme en disant « il nous faut des moyens complémentaires pour la police ». Et c'est vrai que la réaction qui a été celle du gouvernement Vivaldi a été très tardive. Il y a eu des engagements, certes, mais souvent on a fait les vases communicants. On s'est dit on met moins contre la lutte contre le terrorisme parce que c'est un peu passé. Et puis maintenant on vient contre, et c'était nécessaire, la lutte contre la grande criminalité et les mafias de la drogue. Et donc on n'a jamais, à un moment donné, pris à bras le corps l'ensemble des priorités criminelles et se dire on met les moyens pour le faire. Essayons une fois que le système fonctionne à plein régime. Et le système, il rapportera de l'argent. Chaque fois qu'on engage un magistrat ou chaque fois qu'on engage un policier, ça rapporte de l'argent à l'État et on peut évidemment l'investir pour davantage de technologies, de personnel et de bâtiments qui soient sécurisés et dans des conditions dignes où le personnel travaille. Monsieur Van Hulot, on a beaucoup parlé de salaire, dans l'attractivité entre autres, revalorisation salariale et pourtant, force est de constater que depuis de nombreuses années, plus d'une vingtaine d'années, il n'y a pas eu de revalorisation. Pourquoi ? Je pense qu'il y a des éléments qui ont déjà été dit, il y a des choix politiques qui sont faits. Il faut aussi aller chercher l'argent là où il est. Moi, je rejoins le fait d'aller chercher dans la poche des trafiquants. Et puis aussi, ce sont des choix politiques budgétaires quand on fait un gouvernement. Et nous, avec ce gouvernement, alors, on peut toujours faire mieux, mais on a quand même choisi de réinvestir dans la police et la justice avec le gouvernement Vivaldi. Alors, vous connaissez le concept, une question, une réponse. Les échelles barémiques des policiers doivent-elles être augmentées ? Voilà qui met tout le monde d'accord, hein, vous voyez. Le métier de policier doit-il être reconnu comme métier pénible, dangereux et tout ce qu'on peut lui attribuer ? Eh bien, on pourra au moins dire que ces questions vous ont mis d'accord. Et durant cette première partie de débat, on en a entendu parler, la pénibilité du métier liée à la violence faite aux policiers. On en parle dans l'autre sens aussi, mais il est vrai, et c'est un constat, que les policiers sont souvent confrontés à de la violence sur le terrain. Alors pour la première question, bien entendu, c'est aujourd'hui, au niveau des chiffres qui ne cessent d'augmenter, une proposition concrète pour essayer de contrer cette violence envers les policiers. Je pense qu'il faut changer le cadre général. Aujourd'hui, quand on parle de respect, que la police soit respectée, il faut d'abord qu'elle soit respectée par le monde politique. Et aujourd'hui, elle n'est pas respectée par le monde politique. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour déforcer les services publics comme celui de la police, mais pas que. La violence, elle augmente aussi pour les pompiers, ou aussi un service public qui a été dévalorisé chez les enseignants, chez les infirmières. Donc c'est une politique générale de dévalorisation des services publics et de non-respect, de mépris en fait pour ces services qui sont des investissements en fait pour notre futur et pour notre société et qui crée en fait ce climat général d'insécurité et de tension. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup concrètement ? Mais il faut revaloriser ces services publics, redonner du respect. Aujourd'hui, quand on envoie par exemple des policiers au premier front, enfin dans la tête de front, quand il y a une tension sociale liée à des choix politiques qui sont au détriment de la population, on envoie en fait la police au casse-pipe, comme on dit. Donc il faut revaloriser à la fois les services publics et surtout apporter aux tensions sociales des réponses politiques et pas des réponses répressives. Donc redonner ces titres de noblesse aux services publics, les revaloriser pour qu'ils soient respectés par la population. Il faut d'abord qu'ils soient respectés par le monde politique. Monsieur Claes, une police de proximité respectée par les politiques, c'est la solution ? Il y a deux types de violences que subissent la police. Alors il y a celle qui est commise par les grands bandits, les malfrats, ça fait partie de leur métier. Je parle des malfrats, c'est-à-dire être très violent avec la police. Ça, il n'y a pas moyen de discuter, c'est pas gérable. Par contre, concernant la police de proximité, oui, bien sûr, mais pas seulement. Pourquoi uniquement toujours dire à la police qu'il faut une police de proximité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envisager qu'il y ait, sur le plan notamment parce que les violences policières, entendons-nous, de très fort mal ressenties la police par les jeunes, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi envisager tout de même aussi une politique éducationnelle par rapport à une meilleure rencontre entre à la fois la police et les jeunes, parce que c'est là que la violence policière se fait, subie par la police. Et ce côté éducationnel vient dans des dialogues qu'il faut organiser. Il faut créer en réalité des cellules de rencontre. On va au-delà de la police de proximité, c'est une véritable organisation de nature politique qui doit être faite à cet égard. Il faut en réalité comprendre que l'un a besoin de l'autre. Et je vais même vous dire, il n'y a pas que la police qui est concernée par cela. Quand vous pensez que les pompiers, les ambulanciers sont caillassés,
C'est le même phénomène. Et ce problème éducationnel doit être pris dans les rues, par les rencontres, dans les centres où les jeunes se retrouvent, et qu'il y ait à ce moment-là, plus qu'un dialogue qui se fasse, mais véritablement une rencontre et des mains tendues. Ça, c'est très important. Monsieur Van den Burg, je vous vois acquiescer. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vraiment, je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les citoyens et surtout notre jeunesse et effectivement la police. Et elle va clairement dans les deux sens. D'ailleurs, dans l'accord de gouvernement, ça a été traduit comme tel. C'est-à-dire qu'on avait une tolérance zéro pour les violences contre les policiers, mais aussi toute une série de mesures, des violences faites par les policiers envers des jeunes. Alors ça arrive. Et il faut aussi... Et donc je pense que le dialogue et la structure de rencontre est vraiment fondamentale. On peut pas... On l'a dit, les policiers, ce sont des fonctionnaires publics qui ont un service public important pour la société. C'est le vivre ensemble, en fait. La cohésion sociale, la cohésion d'une ville, d'une région. Et donc, il faut ce lien de confiance qui, honnêtement, aujourd'hui, je trouve, effectivement, est mis à mal. Et donc, il faut ces rencontres et il faut aussi... Alors, accompagner les policiers qui sont victimes de violences, évidemment, que ce soit psychologiquement, que ce soit les accompagner et faire le maximum pour aussi punir les auteurs de telles violences, évidemment, sans aucune complaisance. Mais je trouve en parallèle, nous devons aussi pouvoir être plus transparents quand des citoyens se plaignent de certains comportements, de certains abus, de violences policières qui existent. Je n'ai pas envie non plus de me mettre la tête dans le sable par rapport à ça. Et donc, oui, nous sommes aussi pour une réforme du comité P qui verrait entrer des personnes qui viennent du monde académique, citoyens, qui participent aussi, d'avoir un médiateur aussi national, comme ça existe au Royaume-Uni, en Irlande, avec des très bons résultats. Et justement, on renforce alors la transparence mutuelle et on renforce la confiance mutuelle. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une société qui a davantage confiance dans sa police et vice-versa. Monsieur Bouchet, je reviens vers vous parce que pour vous, la proximité, ce n'est pas la réponse à tout. Vous parlez entre autres de la possibilité peut-être de supprimer certaines tâches administratives aux policiers pour mieux optimiser finalement leur travail. Est-ce que vous ne pensez pas que justement un policier qui vient pour une domiciliation ou peut profiter de cet instant pour un moment d'échange avec le citoyen et la création d'un lien de confiance ? Écoutez, moi je trouve que certains propos sont hallucinants. Je n'ai pas d'autres mots. Il y a un truc qui s'appelle l'éducation. Et si des parents ne sont pas en capacité d'éduquer leurs enfants, alors il faut pouvoir sanctionner quand ce manque d'éducation débouche sur certains comportements. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons des sanctions pour les parents dont les enfants mineurs dégradent du matériel public. Le fait de pouvoir prendre en charge un peu plus ses enfants, faire en sorte également de pouvoir s'attaquer au portefeuille dans certains cas. Mais moi, je suis désolé, et je n'ai pas eu besoin, quand j'étais enfant, de rencontrer des policiers et leur parler pour savoir qu'à un moment donné, on devait être poli et qu'on ne s'en prend pas physiquement aux gens, qu'on soit policier ou pas d'ailleurs. Et dans le même temps, puisqu'on en parlait tout à l'heure, quand Écolo propose en accord de gouvernement ce que j'ai bloqué, je le fais avec le jeu, ce que j'ai bloqué, vous passez le temps à tout bloquer. Donc mais non, c'est que les écolos souhaitaient qu'à chaque fois qu'un policier contrôle quelqu'un, il était obligé de lui remettre un récépissé. Donc vous savez, un petit document pour dire « je vous ai contrôlé ». Allez, très franchement, si ça, ce n'est pas encore ajouter des difficultés au travail policier, moi je ne comprends pas. Et deuxième élément, c'est la tolérance zéro pour toutes les atteintes faites aux policiers. Et ça, nous nous sommes battus, ça a été intégré dans le code pénal. Il faut maintenant que ça soit suivi dans les faits. Mais à chaque fois qu'il y a une atteinte physique à un policier, elle doit être poursuivie et lourdement condamnée. Je parlais de la Ducasse de Mons, il y a de ça 2 ans par exemple, des policiers ont été violemment agressés. L'auteur a été relâché en attendant qu'on le convoque pour qu'il se présente au tribunal. Vu la situation de l'auteur, je voudrais bien savoir si on a pu trouver au moins une adresse pour pouvoir le convoquer au tribunal. Donc il faut être un peu consistant en la matière. Pour le reste, vous savez, quand des policiers dérapent, eux, contrairement à n'importe quel autre citoyen, ils ont 3 contrôles. Ils ont le contrôle hiérarchique, ils ont le contrôle du comité P et ils ont le contrôle judiciaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut effectivement se dire que l'État veille à ce qu'il n'y ait pas d'abus policiers. Monsieur le bourgmestre, une tolérance zéro envers la violence faite aux policiers, c'est efficace ? D'abord, pour faire une tolérance zéro, il faut qu'elle soit effective. C'est pour ça que je redis et je dois reconnaître que le ministre de la Justice a pris les mesures au niveau du code pénal, mais je répète, je pense que pour les injures, les coups simples et des choses comme ça, il faut les amendes administratives parce que ça fonctionne. Aujourd'hui, on sait que nos parquets sont débordés, alors c'est bien d'écrire dans le code pénal, mais si derrière, le parquet nous dit, et je le répète, j'en veux même pas au parquet, écoutez, dans la masse des choses que j'ai à gérer, voilà, j'entends les circulaires de la justice, mais compliqué, nous, on peut dire qu'on peut le faire. Et comme on est en plus l'autorité hiérarchique, je parle pour les zones de police, on pourra avoir une véritable effectivité. Et donc, c'est vrai que ce respect, il se crée à tous les niveaux. Moi, je crois réellement au dialogue. Et je vois vraiment la population, vous savez, dans les quartiers populaires, c'est là que la population demande le plus
l'intervention de la police. C'est d'abord eux les premières victimes de l'insécurité. Et ce dialogue, il existe vraiment entre les policiers. Quels que soient d'ailleurs, que ce soit des policiers d'intervention, des policiers de quartier, des policiers de la sécurité routière. Honnêtement, il ne faut pas caricaturer. Je crois qu'il y a deux mondes qui sont complètement séparés. Les gens, ils sont ancrés dans leur zone, ils y passent plusieurs années, ils connaissent leur quartier, ils peuvent travailler avec. D'autres initiatives. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 élèves de 6e primaire qui sont en contact toute l'année avec des policiers qui parrainent leur classe. Ça fonctionne très bien, j'ai parlé de l'histoire des cadets. Et de l'autre côté, si quelqu'un, en effet, s'en prend à un policier, il faut une effectivité rapide de la sanction. Et là, je répète, je pense que l'amende administrative, c'est ce qui ira le plus vite. Je parle évidemment pour des faits simples. Un policier qui se retrouve en incapacité de travail, évidemment, c'est direct au tribunal. Mais pour le reste, c'est comme ça qu'on va pouvoir agir véritablement. Et on a un moyen, c'est pas très compliqué d'étendre la loi. Éducation, formation finalement, proximité, c'est des mots qui vous parlent pour vous aussi? Oui, évidemment, mais d'abord, la réponse pénale. Alors, j'ai entendu pendant cette législature, effectivement, d'abord une circulaire prise dans le code pénal, et nous soutenons évidemment cela, le fait que ce soit la tolérance zéro par rapport aux violences qui sont faites sur non seulement les policiers, mais aussi d'autres corps de sécurité. Mais ça reste un slogan à ce stade. Les organisations syndicales sont venues nous dire il n'y a pas dans les faits une tolérance zéro. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de magistrats et les moyens de la justice ne sont pas assez conséquents que pour donner effectivement une réponse immédiate. Et donc, on peut continuer à brandir des slogans. Je partage l'objectif, mais si on ne donne pas les moyens de l'exécuter, ça reste lettre morte et ça crée encore plus de méfiance par rapport à ce qui a été décidé. D'autre part, il y a actuellement un outil qui centralise, qui enregistre l'ensemble des violences qui sont faites aux policiers. Cet outil n'est pas totalement performant. Or, je pense que bien connaître le phénomène, c'est aussi apporter de bonnes réponses. Donc, on veut une amélioration de cet outil. On veut aussi un accompagnement juridique beaucoup plus performant des victimes, des policiers qui sont victimes. Il y a une disparité pour l'instant entre les zones de police notamment, où ils n'ont pas le même accompagnement et certains n'en ont pas même du tout. Et donc c'est important qu'ils puissent avoir un accompagnement juridique de qualité pour pouvoir faire valoir leurs droits. Et moi je crois fort, et ça avait été adopté par le Parlement suite à notre résolution, une campagne de sensibilisation importante vis-à-vis de la population et les violences qui sont perpétrées à l'encontre des policiers. Je vous pose une question très collective, hein. Le temps va nous manquer, donc il faut vraiment essayer d'être rapide dans la réponse. En préparant cette émission avec les services de police, ce qu'il est quand même ressorti, c'est finalement un manque d'une couverture à l'égard des risques que ces messieurs et mesdames prennent sur le terrain. Et c'est vrai qu'ici, je ne vous ai pas tellement entendu parler d'une couverture. Comment faire pour couvrir ces risques d'une certaine façon ? Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Peut-être au niveau juridique, ils l'ont. Hein, donc attention, la désignation d'un avocat, toutes les assurances, ça, il existe. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans l'intervention, ils sont de plus en plus exposés à des poursuites où c'est extrêmement complexe. Les interventions, c'est toujours pas facile de refaire l'histoire. Je ne vais évidemment pas commenter des affaires qui sont en cours, mais refaire l'histoire, ça n'est pas vivre l'histoire. Et souvent, quand des policiers doivent intervenir, ça se joue en quelques secondes. D'où l'importance des formations, d'où l'importance du matériel. Mais donc, par rapport à leur défense en justice, en tout cas ça, ils sont couverts dans leur statut, par rapport à leurs indemnités corporelles également. Après, c'est vrai que pour le moment, ils sont de plus en plus exposés. Imaginez qu'on en est quand même venu à équiper les policiers de bodycam, puisqu'on diffusait toujours des films des policiers, mais qu'on avait coupé aussi. Donc on voyait toujours la fin de la scène. C'est aujourd'hui les policiers eux-mêmes qui ont dit, mais nous aussi on veut filmer pour expliquer ce qui se passe. Nous on a équipé de plus de 300 caméras bodycam nos policiers à la zone de police Bruxelles-Capitale-XL pour ça aussi. Et donc il faut retrouver cet équilibre et il passera non seulement par l'effectivité des sanctions quand il y a des violences policières, par une bonne couverture assurantielle mais qui existe de façon assez large et par aussi un meilleur respect. C'est l'heure du oui ou non. On parle de couverture des risques. Juste un point à ajouter, c'est Vraiment vite, la rapidité d'accès à l'indemnité. Où là, c'est effectivement ce que nous prévoyons, et c'est certainement un des faits qui vous a été rapporté par les forces de police, c'est qu'en fait, les procédures sont souvent longues, comme tout ce qui relève de questions d'assurance. Et donc, il faut essayer de faciliter les choses et permettre un accès plus rapide en la matière. Est-ce que pour se couvrir, pour se protéger, chaque équipe d'intervention doit être équipée d'un taser ? Non. Oui, pour ouvrir le débat. Oui, pour ouvrir le débat. Alors, vous êtes, c'est marrant, c'est pas voulu, mais en fait. depuis tout à l'heure, on a vraiment deux camps. On a ni oui ni non. Je demande une réaction rapide dans le ni oui ni non.
Mais je pense que d'abord, il y a une série de fonctions qui actuellement peuvent être équipées. Et je voudrais qu'on évalue l'efficacité de ce système C'est ça, avant de ouvrir pouvoir le débat. l'étendre à l'ensemble des agents. Quelqu'un Nous, on d'autre a, qui le veut taser, qu'on- nous, on a qu'on- le taser, on en a acheté beaucoup et ils sont réservés aux équipes d'intervention spéciale, notamment pour les cas Qui ont de été personnes formés. qui sont vraiment sous influence très grande. Et on ne pense pas qu'il faut étendre les armes non létales à tout le corps de police. C'est ça. C'est d'ailleurs pas leur demande. Ce qui évite à la police de sortir son arme en réalité. Et c'est ça qui est important. C'est Par ça qu'on contre, veut dire que c'est un débat. Quoi. c'est un débat, Ouais, l'évaluation. Autre par rapport à question, l'efficacité, oui c'est ou très non, important. avez-vous eu l'occasion de lire cet ouvrage qui a été... Je vais encore faire comme ça, moi. Pour moi, Il a été à écrit par moitié. Vincent Je le connais, mais je ne l'ai Vincent pas lu. Houssin. Réalité du terrain, hein, des policiers. Ce sont des témoignages de ce qui, Les passages de ce sur qui se Bruxelles. passe. Avec, Notamment. effectivement. Et puis je pense que oui, ça peut être une bonne lecture pour prendre conscience de cette réalité. Si vous ne le connaissiez pas encore, Flic de... Il y a une astérix, donc je ne sais pas lire le titre en entier. Merci à tous pour vos Merci à vous. idées et vos débats. Voilà donc qui clôture ce débat duquel il ressort, comme je le disais, certaines grandes lignes communes. C'est vrai qu'une réorganisation, un renforcement des services de police avec plus de respect, plus de proximité, plus d'investissement. Tous ces mots sont ressortis à plusieurs reprises. Reste à savoir maintenant comment cette nouvelle législature pourra mettre tout ça en pratique. Merci de nous avoir suivis.